bonsoir à toutes et tous et merci d'être avec nous ce soir à la Maison de la Poésie. Nous sommes heureux d'accueillir Agnès Eustache, illustratrice et autrice, et Célia Oudard, écrivaine, à l'occasion de la parution aux éditions du Lézard Noir. Alors on dit de E 1027, alors on verra parce que c'est un nom de code, donc on verra quel est le meilleur nom à donner. En tout cas, c'est un roman graphique inspiré de tout un monde lointain que vous aviez publié aux éditions POL, Célia Oudard, en 2017, je crois. Et donc le point de départ de ces deux livres, c'est cette villa mythique construite entre 1926 et 1929 à Roquebrune, Cap-Martin, par l'architecte et designer, on dit Eileen Gray, et son compagnon Jean Badovici, et puis évidemment le Corbusier n'est pas loin, puisqu'il construira plus tard une maison, un cabanon même à Roquebrune Cap-Martin, mais qu'il a aussi fait des fresques dans cette magnifique villa. Et alors dans tout un monde lointain, Célia, vous imaginez qu'une femme d'un certain âge, surnommée Gréco, décoratrice ensemblière, veut racheter cette villa qui a été revendue à divers propriétaires jusqu'à ce que l'un d'entre eux soit assassiné. Et là, vous vous engouffrez dans cette brèche pour créer cette fiction, en imaginant ce personnage qui va ensuite rencontrer deux jeunes gens qui squattent la maison, un couple d'artistes. Et puis, dans cette histoire, s'invite aussi la mémoire de Monte Verita, qui était une sorte de phalanstère, une sorte d'utopie près du lac de Caume, du lac Majeur, pardon, où ont défilé de nombreux artistes et libres penseurs. Une question très simple pour commencer, comment l'une et l'autre avez-vous rencontré cette villa et comment vous a-t-elle ému au point de vouloir en faire un livre ? Qui veut commencer ? Tu vas commencer la première avec ce livre. Merci d'avoir organisé cette soirée. Merci à la Maison de la Poésie. Je suis très touchée d'être là pour parler de E 1027, le livre d'Agnès, librement inspiré, je prends tes mots de mon roman. Et c'est vraiment une aventure inédite et on a très peu parlé, on va en discuter. Et c'est presque la première fois qu'on discute longuement, un peu plus longuement de cette aventure. Alors moi, tout a commencé au Centre Pompidou, c'est-à-dire juste à côté, à l'occasion d'une exposition consacrée à Eileen Gray, qui était une des, en tout cas pour moi, grande première exposition. Je ne savais rien d'Eileen Gray. J'ai vu juste son portrait dans le métro, un portrait par Bérénice Abbott, ça très, très années 20, avec une coupe à la garçonne. Je sais pas, je l'ai trouvé, je sais pas, je me suis dit, mais j'étais juste très curieuse. Et puis il y avait une série d'affiches, et puis il y avait aussi certains de ces meubles, un paravent notamment, un paravent très, très extraordinaire en lac. Et je suis allée voir cette exposition, et j'ai été très émue. Et donc il y avait plusieurs reconstitutions de son travail d'ensemblière, et puis dans une des derniers espaces, il y avait des photos déjà anciennes, des photos des années, je sais pas, qui avaient peut-être déjà une vingtaine d'années, années 90, 2000, de cette maison dans son état actuel, c'est-à-dire à l'époque des photos, en tout cas très délabrées. Et c'était la première fois que je voyais un bâtiment, on peut dire moderniste, abîmé. J'avais jamais eu l'occasion de voir, je veux dire, du béton déjà marqué par le temps et devenir ruine, c'est un peu fort, mais enfin déjà éprouvé comme ça par le temps, les éléments et les prises de vue. Oui, comme une personne abîmée, fatiguée. Et puis il y avait des traces justement de présence comme ça, de squatteurs. Il y avait des traces comme ça de gens qui étaient passés par là. Oui, comme c'était très mystérieux en fait. Et
je me laisse faire parfois par des attirances comme ça, très magnétiques, très mystérieuses. Vous voyez, j'ai décidé d'aller voir cet endroit sans à peine me renseigner. J'ai pris le train et puis je suis allée là-bas à Roquebrune. Et évidemment, si je m'étais renseignée, j'aurais su que c'était en travaux et que c'était absolument pas accessible. Mais ça a été ma chance, on va en parler peut-être, de ne pas la voir vraiment. Je l'ai vue à travers un grillage, des citronniers, depuis la plage aussi. J'ai compris après coup, en me baignant, que le meilleur point de vue, c'est carrément depuis la mer, depuis le bain, en fait. Mais je l'ai entreaperçu, je l'ai entrevu. Et alors quand même, je ne suis pas tout de suite embarquée dans une fiction. Je voulais un petit peu tester parce que d'abord, j'y connaissais pas grand-chose en architecture, je connaissais pas cette designer et tout ça. Et puis j'ai écrit un tout petit texte, comme un petit test de résistance d'un sujet romanesque, vous savez, qui n'était pas encore un roman, mais comme des études, comme une étude. Et ce petit texte s'appelle French Riviera, pour un éditeur marseillais. Et en effet, le mystère était suffisamment grand pour, je l'ai senti, m'occuper un bon bout de temps, c'est-à-dire le temps d'une fiction. Et ensuite, c'est moi qui ai un peu squatté cet endroit par mes rêves, par mes voilà, des projections de personnages. Je l'ai moi-même un peu habité comme ces squatteurs, donc que j'ai emprunté à la réalité, puisqu'elle a été visitée par, je pense, plusieurs personnes à un moment donné où elle n'appartenait plus à personne, en tout cas plus personne ne se manifestait, elle a failli être détruite quand même. Et je pense que c'est beau de se dire que quand même on a construit, nous, nos œuvres à partir d'un endroit très, très beau qui a failli être détruit. Et c'est depuis la possibilité peut-être de sa disparition qu'on a rêvé, nous deux, quelque chose, l'une après l'autre. Mais voilà, je peux peut-être juste dire ça, et puis que cette idée de... Ce qui est très beau dans notre histoire, c'est qu'en fait, successivement, plusieurs personnes ont squatté cet endroit, s'y sont installées, et j'avais justement envie d'en faire presque un personnage, le fait de renoncer à s'approprier tout à fait quelque chose, quelque part, mais de s'y installer et d'en jouir, en fait, d'y vivre quelque chose. Et donc, moi, j'y ai déployé une histoire de gens et de Gréco qui, croyant que le but de sa vie, c'était d'acheter cet endroit, peut-être la meilleure façon d'en profiter, d'en jouir, c'est d'y vivre et de renoncer, en fait, à l'acheter. Et je crois que c'était une façon à moi-même de dire de rendre hommage à ce lieu que peut-être pas mal de gens ont voulu s'approprier, on va en reparler, mais qu'en fait le plus beau c'est peut-être d'y rêver un moment, quelque chose. Et moi c'est comme ça que j'ai écrit en tout cas. C'était comme une espèce de travail d'habiter un lieu sans en faire, sans être maîtresse du logis, quoi. Mais je signe un roman, mais cette maison c'est la maison d'Aileen, mais elle-même, elle s'en est éloignée très vite. C'est ça qui est très troublant. Voilà, mais je passe la parole à Agnès. Alors moi, je suis allée visiter la villa un petit peu comme tout le monde, dans le cadre d'une visite guidée. Je crois que c'était en 2015. Ça faisait partie des premières visites. Je crois que c'était même la première visite après une grosse première phase de réhabilitation. Et je n'avais pas du tout imaginé en faire quoi que ce soit au moment où je l'ai visité. J'y suis même allée plutôt pour visiter le cabanon de Le Corbusier comme tout le monde. Et j'ai été choquée de voir qu'à côté, il y avait une villa. Je connaissais un petit peu Aileen Gray de par mes études, mais je ne me rendais pas compte à quel point... sa qualité architecturale était incroyable, donc j'ai vraiment été admirative de tout ça, mais je suis repartie comme tout le monde et c'était plus dans le cadre de mon travail que dans l'idée d'en faire un roman graphique. Et puis ensuite j'ai lu ton livre, donc ça c'était quelques années plus tard, je l'ai lu à Savarition, donc ça a réactivé mon intérêt pour cette villa, mais sans non plus... c'est quelque chose qui s'est inscrit dans le temps et qui a mûri, mais à chaque fois que j'ai été connectée avec cette villa, ce n'était pas du tout dans l'idée d'en faire un roman graphique au moment où je l'ai été. Et c'est drôle ce que tu racontes par rapport à cette villa qui est quelque part un petit peu inaccessible, parce que ça, je l'ai vécu moi aussi à ma façon. C'est-à-dire que quand j'ai décidé de travailler sur ce roman graphique,
Je t'ai contacté, Célia, pour te demander l'autorisation. Et à ce moment-là, c'est le seul point de contact qu'on a eu tout au long de mon travail. Mais à ce moment-là, tu m'as dit, écoute, appelle les gens de l'Étoile de Mer parce que je crois qu'ils lancent une résidence. Donc évidemment, j'ai sauté dessus. Et j'ai candidaté pour pouvoir travailler mon roman graphique sur place et avoir une documentation en quelque sorte à taille réelle. Et il se trouve que la pandémie est arrivée là-dessus, qu'il y a eu des retards de réhabilitation parce qu'il y a eu un problème d'effondrement de terrain. Enfin bref, j'ai rêvé d'aller habiter dans cette villa pour 2 ou 3 mois, je ne sais plus la durée de la candidature, tout au long de ce roman et de mon travail de BD. Sans pouvoir y aller. Donc j'étais un petit peu devenue comme Gréco qui rêvait de pénétrer dans cette villa et qui ne jamais y allait. Je l'ai hantée avec mes dessins. Et j'ai eu la chance de pouvoir y aller au mois de mai de l'année passée et je venais de terminer le livre. Donc c'était, mais ça a quand même donné l'image de couverture. Oui, tout à fait. Ça a donné l'image de couverture et puis j'ai pu me replonger. Enfin voilà, j'ai confronté mon travail à la réalité. Mais tout ça pour dire que cette villa, elle est très étonnante parce qu'elle continue d'avoir un côté très inaccessible et enfin, ça s'inscrit dans le temps, ce truc-là. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la signification de ce nom, E1027 ou E1027, c'est comme ça qu'il faut dire, c'est un nom de code en réalité. C'est un nom de code entre Eileen Gray et Jean Badovici. Oui, c'est ça, c'est les initiales, un entrelac très comme ça, très presque d'amour courtois, c'est drôle. Ou aussi, c'était je crois un peu à la mode à l'époque de nommer, paraît-il, des avions comme ça avec des noms, enfin voilà, donc c'est ou un bateau ou un avion, voilà. Et alors E pour Eileen, 10 pour le G de Gray, le 2 de Badovici, le 7 non, de Eileen. On s'est trompé. 10 comme Jean, J, pardon, 2 de B, donc c'est encore plus entrelacé, c'est réellement entrelacé. Et 7 de Gray. Le 7 de Gray. Merci Magda. Agnès Eustache, c'est la deuxième fois que vous adaptez un roman, puisque votre précédent roman graphique était une adaptation d'un livre d'Eric Fay, Nagasaki. Comment on adapte une fiction littéraire? Comment procédez-vous? Est-ce que vous faites un découpage, un peu comme un scénario de film? Oui, moi j'aime bien comparer ce travail-là effectivement avec... Alors je ne sais pas comment ils font en même temps, mais c'est un petit peu ce que j'imagine. Effectivement, je me laisse porter tout d'abord... Alors c'est le deuxième, mais je n'ai pas d'habitude particulière par rapport à ça. Mais je me laisse porter par ce que j'ai pu vivre en lisant le livre. J'ai l'impression de retranscrire mes émotions sur le papier et de passer en quelque sorte de la 2D à la 3D. Je fais effectivement mes castings, je fais mes repérages, je fais mon scénario, je fais mon découpage. Par moments, j'ai l'impression d'être un peu comédienne parce que, comme tout auteur, on habite ces personnages et on les incarne et on choisit pour eux comment ils vont être. Et, enfin, voilà, je pense que c'est un petit peu un travail similaire, oui, à un travail de cinéaste. Tout à fait. Comment vous avez accueilli cette mise en image de votre texte? Parce qu'une des particularités de votre écriture, c'est qu'on est toujours dans la suggestion, vous ne décrivez pas, vous ne faites pas de psychologie, on serait peut-être même en peine de donner un visage à vos personnages, et là, ils s'incarnent, alors de manière, là encore, très, très suggestive, mais comment vous avez accueilli ces visions-là? Très bien, j'allais dire, déjà sur le principe, parce que il me semblait que ce lieu avait beaucoup à voir déjà avec le dessin. Donc c'est l'œuvre d'une designer et d'un architecte. Et puis qu'elle-même est couverte de dessins et d'écriture. Il y a des pochoirs, il y a des indications. C'est déjà un lieu plein d'écriture et de dessins, y compris un peu sauvages, ceux de Le Corbusier, des fresques. C'est déjà un endroit couvert d'écriture qui a à voir avec
et qui a à voir avec le dessin. Et donc je trouvais que c'était presque un retour, comme un retour au dessin, comme la destinée, voilà, un grand mouvement comme ça, et dont mon livre était presque comme ça le déclencheur ou le passeur, voilà, j'étais très heureuse de ce mouvement vers le dessin. Bon, bien sûr, j'ai lu Nagasaki et j'ai aimé Nagasaki, et c'est depuis mon goût pour ce livre que j'ai donné mon accord. Et ensuite, on va parler plus du détail de cette métamorphose, et qui est d'abord une lecture. Voilà, c'est comme on a rarement des retours aussi précis de lecture. C'est comme si une lectrice poussait le geste de la lecture jusqu'à être inspirée au point de... Voilà. Parfois, quand on lit des œuvres, soi-même, on est porté. Voilà. Et je me dis, mais c'est beau, il faut absolument accompagner ce mouvement. Sauf comme c'est la première fois, pour moi, on s'est rencontrés, et puis en fait, aussi parce que j'ai fait un peu de théâtre, puis que j'ai le souvenir que quand l'auteur, quand on crée un texte dans la salle, c'est pas toujours terrible. Je voulais surtout pas la surveiller ou veiller à quoi que ce soit. On s'est juste entendu, voilà, sur quelques principes, mais on s'est surtout accordé sur le fait que j'allais m'effacer, et la laisser travailler complètement. Et puis même à la fin, j'ai eu beaucoup de peine à relire en émettant quoi que ce soit d'autre. Ouais. En fait, j'avais envie d'être moi-même lectrice de cette œuvre, et puis c'est pas une collaboration, c'est vraiment un mouvement comme ça, une sorte de confiance, en fait, et de juste, ouais. Est-ce que tu arrives à le lire? Oui, bien sûr. Tu n'as pas le tien en... Alors, moi, par exemple, je n'arrive pas à le lire parce que je lis mon travail, en fait, donc je n'ai aucun recul. Et du coup, toi, alors tu en as un peu plus que moi. Parce que disons que j'entends tout de suite ma musique et les adaptations, mais surtout les ellipses, c'est-à-dire j'ai le texte qui manque, mais c'est très bien, c'est-à-dire que je suis vraiment la première à trouver qu'il fallait faire des coupes et tout ça. Non, j'ai réussi à... Vous savez, c'est une façon d'entrer en dialogue avec son propre travail. C'est vraiment un cadeau que tu me fais de pouvoir justement prendre une certaine distance et regarder ce texte comme à la fois le mien et un peu étranger à moi. Et ça, c'est quand même rare. C'est quand même rare. Et puis, donc, je le vis comme une expérience. Et après, on peut en reparler de ça, mais c'est vraiment le passage, je me disais, du temps à l'espace. C'est-à-dire, on quitte c'est quand même une histoire. C'est vrai que alors, il y a des descriptions, mais ce que vous dites, Sophie, quant à la physionomie, je dirais, en effet, je ne m'attarde pas. Il est très rare, ou alors je donne un élément et au lecteur de presque compléter l'image, parce que moi-même, j'entre, je crois, dans la vie à travers on dirait des détails, des éléments, on va dire, des parties, je dirais plutôt, au fond. Et puis... Mais toi aussi, à ta manière. Et ça qui était très beau, c'est-à-dire que tu complètes à la fois mon image et toi-même, tu crées tes coupes et tes ellipses dans l'image. Et il y a beaucoup j'ai remarqué de moments où, par exemple, Gréco parle et puis à l'image, on n'a que ses pieds ou carrément, elle n'est pas à l'image, où on est depuis son chapeau. C'est-à-dire que tu places la caméra de telle manière que, par exemple, on ne voit pas son visage. Et ça, c'est comme, à ta manière, une façon aussi de dialoguer avec je sais pas, ma manière aussi de faire, mais mon rapport à la présence ou l'absence enfin, le fait de pas charger justement l'image et d'arrêter le trait à un moment donné. Et ça j'ai trouvé ça très beau. Ça faisait écho avec mes préoccupations. Ouais. C'est vrai que j'aime bien ne pas tout dire, ne pas tout décrire dans mes dessins et dans mes choix de texte. J'aime bien que le lecteur imagine, en fait, et s'approprie les choses. Je ne veux pas trop diriger, et avec le dessin, ça va être ça peut être un vrai piège, je pense. Là, par exemple, alors là, par exemple, je trouve extra et j'étais très surprise. Sur un monologue intérieur en plus. Donc voilà, et Gréco, en proie au doute, tout d'un coup a une tête vous voyez le rocher là. Tout d'un coup, tac, c'est sa tête, une tête rocher. J'ai trouvé ça... En fait, là, il s'agit d'un monologue intérieur. Donc, effectivement, c'est aussi la difficulté, la limite du dessin, c'est-à-dire que par rapport à l'écriture, c'est-à-dire qu'avec des images,
on est forcément dans du figuratif. Et quand on a besoin d'évoquer autre chose, moi, je passe par des choses qui sont complètement déconnectées d'une structure réelle, en fait, réaliste. Et je m'autorise ces libertés-là de cette Gréco qui prend une tête de rocher parce qu'elle n'est pas très en forme à ce moment-là. En fait, c'est très beau, et ça, c'est un geste... J'aurais pu la mettre allongée et épuisée, et avec des petites gouttelettes ou des onomatopées, mais non, je préfère... partir ailleurs, en fait. Et puis je trouve que ça va bien aussi avec tout cet univers, avec ces influences de mouvements abstraits. Et c'était aussi un petit peu ma difficulté, ça, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que dans cette maison, il y a beaucoup de dessins, beaucoup de textes. Et c'était compliqué pour moi de trouver ma place, en fait. J'avais pas envie de parodier ça, de tomber dans un style graphique à la Le Corbusier. Alors surtout pas par rapport à ce qu'il a fait supporter à cette vie-là, mais pas non plus par rapport à Hélène Gray, ou pas faire un truc un peu vintage, ou voilà, il y a cette culture-là, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi cette histoire de Gréco, de Louison et de Tessin, et j'avais vraiment envie aussi de les remettre au centre de l'histoire. Voilà, oui, il y a cette icône, mais il y a aussi une fiction qui se passe aujourd'hui. Et puis d'autres en plus avec des allers-retours avec le passé, et tout ça, c'était pour moi, j'avais envie de le traiter de manière aussi importante que la villa, même si le point de départ évidemment c'était la villa, et c'est pour ça que le roman porte le titre de la villa, mais pas que. Et comment avez-vous travaillé les couleurs? Parce que si on compare à Nagasaki, oui. les couleurs sont beaucoup plus franches dans celui-là. Alors évidemment, il y a cette dominante de bleu, cette mère qui est là aussi presque un personnage à part entière du roman de Célia. Alors moi, j'ai la chance de pouvoir aller souvent dans le sud de la France, pas de ce côté-ci, mais pas très loin. Et tout simplement, je trouve ces paysages incroyables. Il y a des couleurs magnifiques. C'est juste. Et effectivement, j'avais envie d'avoir. J'ai choisi. Ça fait partie des raisons de mon choix d'adaptation de ce livre-là, parce que j'avais vraiment envie de m'éloigner de Nagasaki. J'ai fait Nagasaki, qui était travaillé dans des tons très sourds, dans des coloris que je trouvais très proches de la culture japonaise et de ce que j'en avais perçu moi en allant là-bas à plusieurs reprises. Dans le sud de la France, on ne peut pas raconter avec les mêmes couleurs. Et j'avais vraiment envie d'explorer une nouvelle palette de couleurs, effectivement. Comment l'histoire de Monte Veritas s'est invitée dans cette fiction ? Parce que c'était un moment où ressortaient un petit peu ces archives. Je suis tombée dessus, notamment en Suisse, il y avait des expos et une revue d'une école d'art qui était consacrée à ce mouvement et puis qui avait éveillé ma curiosité. Et puis parce que cette maison est un lieu très tourné vers les bains de mer et les bains de soleil. Et dès qu'on s'intéresse un peu à ces histoires-là, on découvre qu'à la même époque, il y a l'île de Levant qui est un haut lieu des débuts du naturisme. Et ces bords d'eau, on va dire bords de mer et bords de lac à Ascona, se sont reliés de manière vraiment très historique. Tout d'un coup, j'ai tiré un fil. Et aussi parce que je voulais... la Côte d'Azur, c'est vraiment un lieu commun de littérature et d'art tout court, très, très, très chargé. Et en revanche, Monte Veritas, c'est un peu moins le cas maintenant, depuis, on en parlait très peu. Et j'avais envie de décentrer un peu comme ça, de relier de plusieurs utopies qui me semblaient simultanées, et puis de relier, on peut dire, ce couple de jeunes danseurs, squatteurs, qui eux-mêmes s'intéressent à ces archives-là. Et c'est depuis leur curiosité à eux, qui était la mienne aussi, grâce à eux, Gréco, qui est donc né dans cette communauté, dans mon idée, accepte d'ouvrir les cartons pour eux. Et j'avais envie à cette occasion de justement aussi... c'est l'ouverture du texte que tu as traité de manière très elliptique, mais qui travaille à l'intérieur du roman, qui crée une espèce de tension comme ça, peut-être un peu plus sombre, qui est que qu'est-ce qu'être un enfant dans une communauté quand même assez extrême, pour ses choix, ne serait-ce que la vie communautaire, les amours, il y a eu des suicides, c'est aussi une histoire d'une tragédie. Monte Veritas, c'est pas uniquement
des bains de mer, de soleil et des huttes avec des courants d'air chaud-froid, quoi. Il y a eu aussi des histoires assez terribles. Et je me suis toujours demandé du point de vue d'un bébé, voilà, c'était quoi naître à Monteverita. Et donc j'ai imaginé que cette femme qui s'est construite, cette styliste gréco qui s'est construite presque contre, en tout cas selon elle, cette vie de naturiste et qui, en gros, aime plutôt la sophistication et a un rapport un peu compliqué au naturel. J'avais envie qu'il y ait comme ça une espèce de rapport un peu délicat comme ça qu'elle a des réserves d'avance une fois qu'elle rencontre ces jeunes beatniks, quoi, qu'en fait qu'elle soit un peu allergique en fait, qui spontanément. Ont un rapport avec la danse. Voilà. Et c'était une façon aussi de relier ces danses, ces danses qui. Ça leur faisait quand même un point d'accroche commun. Exactement. Avec la danse et avec la performance, hein, puisque le jeune homme fait des mises en scène macabres. Oui, j'avais envie qu'il y ait aussi des espèces de mises en scène d'un peu de mauvais goût, un peu bizarroïdes. Oui. Et que la danse soit très présente. Et je trouve que alors c'est une des grandes réussites du livre, les scènes de danse. Je voulais te dire que j'étais très touchée de la façon dont ton travail des aplats et des silhouettes et des directions, j'allais dire des directions des corps, des lignes dessinées par les corps. Alors on voit déjà un peu comment tu traites les mains, il y a parfois même des angles, une façon en tout cas, un travail des lignes qui moi, m'intéressait déjà dans l'écriture, et c'est comme si ça avait renforcé, j'allais dire, certaines directions. Et il y a une danse que tu as vraiment développée sur plusieurs pages, qui est la danse des bâtons, et qui est, je peux vous dire, ma source, qui est un hommage à Oskar Schlemmer, qui était un des intervenants du Bauhaus, que tout ça est contemporain, et qui a développé une danse comme ça, avec des bâtons, et qui sont des danses un peu de biomécanique, hein, je crois, de l'époque, et qui montrent comme ça, en dansant, les directions, hein, comme des prolongements d'un corps un peu marionnettique, comme ça, une danse des bâtons. Et je décris une scène comme ça, et alors tu en as fait, tu as redessiné la performance de Schlemmer. Et c'est beau comme ça de voir que des intentions, des choses qui me nourrissent presque de manière comme ça, qui travaillent, parce que c'est pas cité, c'est très souterrain, comme ça, hop, on en avait parlé, mais quand même, des lignes retendent des directions comme ça, dans des moments de danse, c'est vraiment très beau, ça, tout d'un coup, ça étend les corps, ça en fait je ne sais pas, il y a des dynamiques qui sont plus fortes que dans mon livre, et qui sont à l'origine de mon livre et qui retrouvent une force dans le dessin. C'est vraiment une espèce de grand tour comme ça, c'est vraiment beau. Il y a des chorégraphies aussi sur les petits films de projection en Super 8 là, à Ascona, justement. Mais vous êtes allé voir, vous êtes documenté beaucoup? Je n'ai pas pu y aller, je voulais y aller, pareil, confinement, je n'y suis pas allée, mais j'espère y aller maintenant. Mais du coup, je me suis beaucoup documentée à distance, oui. Mais parce qu'en effet, les scènes qui concernent Monteverita sont très différentes, même dans l'usage des couleurs du reste c'est ce qui me plaisait aussi dans ce roman-là, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait plein d'histoires, de sous-histoires et de tiroirs comme ça qu'on pouvait ouvrir, et du coup ma petite crainte, c'était de me perdre un petit peu dans des choix graphiques trop éparses et de perdre le fil de l'histoire, voilà. Mais j'ai pris le parti pris d'être en rupture à chaque fois qu'on avait des retours en arrière. Oui, parce qu'à certains moments, il y a même une espèce d'ambiance polar. Oui, tout à fait. Avec cette histoire de meurtre d'un des propriétaires. Oui. C'est parmi les écritures qui sont sur la villa, comme une espèce de facsimilé. Tu as repris, donc ce qui crée une typo dans la typo et qui reprend celle des pochoirs originaux de la maison. Ça, c'est très beau aussi, dans les couleurs. Et c'est aussi, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'avais envie d'adapter ton livre, c'est qu'effectivement, on aborde l'histoire de l'architecture au travers de quelque chose de contemporain, et d'arriver à les imbriquer, c'était... je trouvais ça intéressant, je ne savais pas trop... En plus, c'est vraiment des indications à entrer dans les lieux, vous savez, entrer lentement. Cette maison,
tutoie, s'adresse aux visiteurs. Et c'est beau d'avoir repris ça pour entrer dans un livre, entrer dans un dessin. C'est vraiment des inscriptions pour les invités. Alors là, pour le coup, il y en a vraiment une mise en abîme de plusieurs dessins. Oui, ça c'est très drôle, très réussi. Tout un monde lointain est au fond l'histoire d'une métamorphose. C'est comment cette femme dont vous disiez qu'elle elle est un peu, pas raide, mais enfin c'est une femme très chic qui aime l'art, et comment au contact de ces deux jeunes gens, elle va se mettre à nu au propre et au figuré. Oui, c'est vraiment l'histoire d'un elle se détend un peu, elle apprend un peu à lâcher, on dirait lâcher prise, on va se laisser un peu faire. Je voulais inverser ce rapport comme ça de celle qui aurait à transmettre. Oui, aussi, mais en fait, c'est des jeunes gens aussi qui lui indiquent peut-être comment vivre autrement et renoncer à ce grand projet de propriété, comme ça, et au sens vraiment aussi comme ça, ne pas chercher à s'approprier les choses, mais peut-être les vivre davantage et se défaire un peu, de se désencombrer peut-être, ou en tout cas qu'il n'est jamais trop tard pour peut-être changer, une mue un peu, comme ça, tout doucement. À ce propos, une lectrice m'a dit, et alors vraiment pour le coup c'était pas volontaire de ma part, je le reconnais, elle m'a dit c'est drôle parce qu'au fil du roman on a l'impression que Gréco rajeunit. Et alors j'étais ravie qu'on me dise ça, parce que du coup effectivement par rapport à son cheminement, donc c'était inconscient dans mon dessin, mais oui, et puis c'est cette idée de l'utopie au présent. Enfin, oui, c'est ça, et qui passe beaucoup par le quotidien du bain, des fruits, de repas frugaux, mais pour de vrai, quoi, je sais pas comment dire. Et c'est vrai que ton choix de palette pour ça a été très, très intéressant, très fort. Moi, c'est vrai que là-bas, c'est la première fois que je ne connaissais pas bien la Côte d'Azur, à vrai dire, et je me dis, ah oui, je comprends mieux le mot Côte d'Azur. L'Azur est vraiment... Oui. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés aussi. Enfin, tout à l'heure, quand j'ai dit j'avais envie de dessiner cet endroit-là que moi j'adore, mais qui est tellement chargé de clichés pour les gens qui ne connaissent pas. Enfin, la Côte d'Azur, la French Riviera, c'est presque des fois pas bien de dire qu'on aime cet endroit-là parce que c'est tellement vampirisé par du tourisme de masse, etc. Alors qu'il n'y a pas que ça. Et j'avais envie de traduire effectivement ces ambiances-là et cette nature qui est énorme, enfin, qui est jaillissante comme ça. Oui, mais ce sont aussi des images de cinéma. Enfin, par exemple, la main au collet, quand on voit le début et ce panorama comme ça, cette route qui tourne. Enfin, moi, j'ai pensé à la main au collet. C'est très Hitchcockien. Oui, encore plus dans ton dessin que dans mon texte. Et c'est pareil, alors par rapport à l'évolution, effectivement, on a vu au départ une image de cette route en corniche qui est nocturne, avec Gréco qui rentre seul. Voilà. Et à la fin de la projection, vous verrez une des dernières images du livre qui est un peu ce même endroit, enfin une nouvelle route en corniche, mais qui est le jour, très coloré, avec des couleurs violettes et rouges. Et donc, j'avais vraiment envie qu'on sente une espèce de lumière qui grandit comme ça au fil du livre, en même temps que Gréco se libère de ses rêves qui l'enfermaient dans quelque chose qui n'était peut-être pas au bon endroit pour elle. C'est vraiment le rapport au plein et au vide, et qui est vraiment en acte, je trouve, dans ta façon de découper, d'occuper la page. Parce que moi aussi, quand j'écris, je pense à ces histoires de comment occuper la page, mais c'est vraiment d'un autre point de vue, et c'est ça aussi la métamorphose opérée par ton dessin. C'est comment... et c'est parfois, j'avais peur que ce soit cruel pour le texte. Je me dis, mais est-ce que ça va tenir de mettre en petits bouts comme ça? Et ben, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est vous qui pouvez le dire. Mais moi, j'ai trouvé que c'était audacieux et beau, grâce au fait justement qu'il y ait de l'espace. Et
et que tu places Alors, comme c'est pas de l'illustration. Le texte, il est redessiné à la main. Les choix typographiques. Alors, par moments, c'est des textes bâtons, comme des espèces de cartels qui font très cinéma. D'ailleurs, cinéma des origines, voilà, le cinéma muet. Et puis, quand c'est à la main, tu vas parfois même jusqu'à souligner ou modifier un peu la taille des polices. En fait, le rapport des polices. Mes textes, j'ai envie qu'ils fassent partie, enfin, ils expriment dans la manière alors évidemment, je ne peux pas aller trop loin dans cette démarche-là, mais effectivement, c'est pas pour rien si par moment c'est souligné, si par moment c'est encadré, si par moment c'est pas pour rien s'il y a un mélange de lettres bâton et de lettres cursives. Enfin, j'implique mon texte comme un dessin. Et c'est vrai que, enfin, ça c'est autre chose, mais moi j'étais partie du principe pour Nagasaki et pour celui-ci je ne sais pas, je n'ai pas encore eu de retour, mais un petit peu comme quand on lit un livre par rapport à ce que tu dis et qu'on va voir une adaptation au cinéma, souvent on est un peu déçu parce que quand on lit le livre, on a sa propre imagination, le lecteur se nourrit de son propre imaginaire et de le voir ensuite en images. Ça ne correspond pas, il y a un décalage. Et moi, je m'étais dit, en tout cas pour Nagasaki, puis celui-ci, je ne sais pas pour le moment, mais que tous les gens qui avaient adoré Nagasaki, le roman d'Eric Fay, allaient détester, n'allaient pas aimer mon travail, parce que je bloquais un petit peu l'imagination en le passant au dessin. Voilà. Mais... Et alors, en le lisant, moi j'ai trouvé que c'était précisément tout le contraire, c'est que j'ai trouvé que ça ouvrait quelque chose, peut-être parce que vous utilisez le hors-champ, l'ellipse, parce que vous ne voulez pas tout dire. Oui, moi je crois que... voilà, on ne sait pas, on n'a pas... Oui, et puis c'est comme une autre aventure, mais je pense que ce qui est très beau, c'est que l'idée c'est que des œuvres s'inspirent les unes les autres, c'est-à-dire que c'est pas de l'ordre de retrouver quelque chose, c'est que ça nourrit, que les choses se nourrissent les unes les autres, et puis peut-être le lecteur lui-même il est déplacé dans son, il vient pas retrouver quelque chose, mais poursuivre presque une espèce de visite, voir comment les choses comme un dialogue entre... C'est ce que j'aimerais en tout cas, effectivement. Quelle technique utilisez-vous ? Alors pour celui-ci, j'ai utilisé de la gouache acrylique qui me permet d'avoir des couleurs très vives et des tons directs, qui me permet de superposer des couches sans qu'elles se mélangent les unes aux autres. Je ne voulais pas cerner parce que j'avais envie d'avoir un travail un petit peu qui soit pas trop figuratif et pas trop réaliste en fait. Tant pis si par moments ça peut être mal dessiné avec des fausses perspectives et tout ça, mais tout ça me sert pour raconter quelque chose en fait. Je pourrais dessiner des jolies perspectives. Enfin, j'ai appris ça notamment avec mes études d'archi, mais j'aime bien dépasser ce côté réel en fait. Enfin, je trouve que c'est la chance que l'on a quand on dessine en fait. On peut tordre la réalité. Je fais la même chose avec mes choix de texte. Enfin, j'aime bien ce côté elliptique qui nous permet d'aller ailleurs en fait. C'est notre chance. L'image que vous voyez, c'est un bon présage. Voilà. C'est précisément celle que vous avez choisie, Célia, pour l'édition poche de Tout un monde lointain. Donc par anticipation, comme j'avais déjà des dessins de Agnès, c'est vous dire que quand même tout d'un coup, ces dessins, la rencontre se passait bien, puisque j'ai proposé à l'occasion de la sortie en poche, POL, format poche, pardon, exactement, du roman, une des planches de ce roman graphique en cours. Et ça a donné lieu aussi à la couverture de la version danoise. Et preuve que l'entrelac, voilà, c'est plus eux, mais était déjà en route comme ça avant. C'est comme si on préparait déjà l'arrivée du livre. C'était déjà le lien était déjà fort et comme déjà un signe, une pierre d'attente. Et j'aurais de la peine je pense à quitter cette nouvelle. Elle est maintenant tout à fait associée pour moi au livre. Et je voudrais revenir sur une image qui est très belle du bain qui précède
qui précédait celle-ci, vous l'avez sans doute vue. Et moi, une des questions que j'aime traiter dans un livre, c'est la question du hors-champ et de la profondeur de champ. Vraiment presque comme des choses de cinéma. Et comme toi, tu travailles des aplats, tes réponses sont autres, hein, y compris les ombres, qui sont souvent pas traitées. Il n'y a pas d'ombre. Il y a très peu, un petit peu où j'ai cru en voir. Mais c'est pas... alors ça, c'est la couleur, en fait. Voilà, c'est la couleur qui fait ce travail, et la rencontre des aplats, et je trouve ça très intéressant, cette autre réponse à ces questions de comment créer de la profondeur. Et tu travailles les plans autrement, et tu fais exister parfois des choses qui sont de l'ordre de l'invisible. C'est ta manière de faire exister, par exemple, l'air, la densité de l'air. Il y a une scène où j'évoque, moi, des effluves de fleurs séchées et de cumin. Et alors, chauffé. Hein, bon, alors comment on fait pour dessiner ça? Et alors toi, presque comme je sais pas, c'est presque de l'atomisme ancien, genre Lucrèce ou quoi, tu as fait des espèces de petites formes comme ça, oblongues, jaunes. C'est sur la scène du pique-nique. Voilà, oui. Et qui presque comme entre la scène et nous, il y a ces petits grains de cumin, ou je sais pas, qui sont le parfum. Enfin, c'est ce que je me suis raconté. Et ça, j'ai trouvé que c'était beau. Ça crée quelque chose de sensitif, très fort, tout en créant une petite profondeur aussi, alors que ce sont des aplats. Et c'est comme un transparent avec juste ces petits éléments ou des atomes, oui, ça grossit c'est très beau. Ça, j'ai trouvé que ça fait partie des trouvailles, moi je trouve, puis une façon de comment rendre compte de ce que je me suis moi efforcée de trouver par les mots, quoi. Et c'est vraiment, oui, c'est rare ça. Mais j'ai un vrai plaisir à essayer à partir de mots, de bouts de texte. Enfin, il me semble que quand je les coupe et puis que je mets un dessin à côté, enfin, il y a un espèce de va-et-vient comme ça qui se fait, qui me... Enfin, c'est là où j'ai l'impression d'y arriver, en fait. Et c'est vrai que par moments, j'ai coupé certaines portions de tes textes que j'ai apposées avec des images plus abstraites. Et d'un seul coup, ça devenait un petit peu comme des poèmes. Hein. Et tes textes eux-mêmes, alors que... Ils racontaient quelque chose de figuratif, entre guillemets. Le fait de les associer avec des images abstraites, ça leur donnait un mouvement abstrait aussi. Enfin, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, ça les emmène ailleurs. Oui, quoi. Ouais. Et j'aime bien ce truc-là d'aller-retour. J'ai un vrai plaisir à travailler ces textes-là et à les remodeler avec... voilà. Je ne sais pas trop si c'est très clair, mais c'est intuitif aussi comme manière de faire. Mais enfin, vous avez en commun une densité qui est cachée sous une apparente légèreté, je trouve, une apparente simplicité. Et en réalité, Célia, je vous l'ai dit souvent, mais on a envie de relire vos livres. Enfin, ce sont des romans qui apparaissent comme des miniatures, et en réalité, si on les relit, on y trouve beaucoup de choses. Il y a énormément de densité, et je trouve que dans le travail d'Agnès, c'est la même chose. Merci beaucoup. Oui, c'est beau de pouvoir reprendre éventuellement. Alors là précisément, ce sont les images de Monte Verita. Voilà, donc là on a vraiment une partie dans le passé, et puis au milieu cette image en couleur qui nous ramène au présent. Et j'aimais bien, oui, cette idée de plusieurs histoires, mais c'est Célia, ça, qui a souvent beaucoup de références culture, qui nous emmène ailleurs. Enfin, il y a une histoire et puis elle nous emmène tout d'un coup ailleurs. Donc là, c'est Monte Verita, il y a Balthus avec le chalet de Rossinière. Enfin, il y a souvent des choses comme ça qui permettent de faire, je sais pas, tout s'imbrique en même temps. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est comme ça que marche. Enfin, que le cerveau, j'imagine le cerveau de cette femme qui d'ailleurs à un moment le dessine. Oui, il est dessiné. Oui. Décide comment c'est dans sa tête. Et oui, j'ai l'impression d'être au plus près des étranges télescopages de la mémoire, de la pensée, des rêves. Elle est hantée par ce lieu, par ses souvenirs. Mais ce passage au noir et blanc, cette espèce d'archive mentale, je trouve ça beau, ça crée un autre plan. Là, on est au chalet de la Rossinière, on part ailleurs. Ah oui, c'est un bal chez Balthus, où les gens sont en animaux, voilà, sont masqués.
et avec des tas de gens très bizarres. Et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué d'avoir une cohérence graphique avec tous ces éléments différents. J'aime beaucoup le pied qui sort de l'image. C'est excentrique. Mais c'est tout à fait la fantaisie que je me suis racontée, moi, en écrivant ça. J'avais lu comme ça une description d'un bal, oui, avec des masques extraordinaires, et puis je trouvais beau qu'elle passe par là, et puis qu'il y ait une scène avec un homme, avec voilà, des gens en animaux, un peu étrange, un peu étrange, il y a un côté étrange, tout le monde, ouais, un peu mystérieux. Et... un peu offus, comme ça, un peu bizarre. Ouais. Vos livres sont souvent liés à un métier, enfin à un univers qui se rapporte à un métier. Enfin, je pense au tailleur de marbre dans Carrare, au chant lyrique dans Gilles, à l'architecture pour tout un monde lointain, mais aussi pour Villa Crimée. Enfin, pourquoi ? Je m'en tiche de gens, de monde. C'est vraiment pas un projet... c'est pas prémédité. Je crois que c'est des mondes qui comptent pour moi, qui me constituent, et je m'attarde. Peut-être il y a un moment, peut-être je place chaque texte un peu depuis, comme s'il était depuis un... Alors est-ce que c'est un art, depuis une pratique, avec laquelle moi-même je passe du temps, et qui... Je crois que la somme de ces mondes sont un peu ce qui me constitue profondément. Et donc, comme j'aime bien un peu approfondir les choses, peut-être à chaque fois, c'est comme un invité, on passe une soirée avec... et c'est quelqu'un, mais c'est aussi des langages, quoi, des façons... Oui, c'est peut-être comme écrire, c'est être un peu ventriloque, comme ça, mais sincèrement, pas pour faire le cirque, quoi. Enfin, même si j'aime beaucoup le cirque, c'est bête de dire ça, mais de se laisser traverser profondément par hommage, hein, c'est des hommages, toujours, à des langages, tellement le monde est varié et riche de cette variété-là. Peut-être c'est pour un petit peu contrarier le mouvement ou l'idée que écrire, c'est affirmer sa voix, voilà. Ce qui n'empêche que moi, à travers ça, je finis par quand même avoir ma voix aussi, mais c'est depuis vraiment, mais comme des acteurs qui sont complètement traversés par un texte qui n'est pas le leur. Ben moi, je crois que le monde, il me traverse plus que moi, je le couvre par ma voix. Et du coup, j'essaie de donner un peu de place en prenant du temps avec un monde, un temps, une époque. Bon, après, je crée des rapprochements, c'est pas non plus mono, je sais pas quoi. C'est pas... Là, il y a à la fois Gray et puis Monte Verita, et c'est vrai que la question de l'architecture, mais je me suis pas dit pendant un an, je vais dire que de l'architecture, mais c'est comme être vraiment, totalement habité par ce qui fait que cette architecture est ce qu'elle est. Or, elle-même, elle est totalement ouverte sur la nature, etc. Donc, de toute façon, en faisant confiance, c'est comme... En passant du temps avec une chose, on voit combien elle-même est nourrie par ce qu'elle n'est pas. Donc, de toute façon, c'est ma ruse pour parler du monde. C'est de me concentrer un petit peu, comme méditer, au fond. Moi, je ne fais pas de méditation, j'écris, mais ça revient un peu au même, pour en fait, depuis quelque chose d'un peu précis, atteindre peut-être quelque chose d'un peu plus large. Mais parce que je fais confiance à la densité, et c'est bien plus que les arts, vraiment, parce que c'est souvent plutôt des artisanats, des métiers, par exemple. Oui, ça va jusqu'aux mathématiques. Voilà, parce que je pense que voilà, les métiers sont dans des espaces, souvent ils ont évidemment leur histoire, etc. Et c'est vrai que je suis très attentive aux métiers, et aux arts de vivre, plutôt que d'ailleurs qu'aux arts tout court. Donc, mais c'est vrai, il y a quelque chose de cet ordre-là. Une grande curieuse. Oui, c'est vraiment des hommages, et pour célébrer des choses qui moi-même me nourrissent tellement. Et puis comment on parle des invités, des grands invités. Et pour vous, Agnès, l'envie de créer vient toujours
de la lecture, de la littérature, ou ça peut venir d'ailleurs? Non, je suis une grande lectrice, mais je me nourris un petit peu, enfin voilà, de ce que j'aime en fait. Je crois qu'il faut être attentif à ce que l'on reçoit à ce que l'on ressent quand on reçoit quelque chose, et à partir de là, il y a une curiosité qui s'enclenche, et puis il y a une envie en fait d'y aller, parce que, enfin moi en tout cas, je vis un petit peu par procuration avec ce que je dessine et ce que j'imagine, hein. Donc, et c'est vrai que j'ai un goût aussi pour des histoires toutes simples, en fait, un peu lentes, mais où on ne s'ennuie pas. Enfin, j'aime bien ça, j'aime bien le cinéma de Nouvelle Vague. Enfin, il y a des choses comme ça qui nous nourrissent et dont on a envie de parler. Enfin, je crois que c'est un point de départ, en fait. On peut peut-être dire un mot, alors je crois qu'on ne peut pas parler ensemble trop longtemps parce qu'il y a un autre spectacle après. On peut peut-être dire un mot de l'exposition qui vous est consacrée à la librairie Galerie Arthazar. Voilà, Arthazar me suit un petit peu depuis le début, et là ils étaient très enthousiastes pour 2027, et on a extrait des images du livre, on en a fait des tirés à part qui sont très beaux, avec une qualité incroyable, et qu'on expose là-bas, qui est Valmy, chez Arthazar. Donc c'est tout simple, mais voilà, il y a des tirages de 2027, et puis il y a des tirages de Nagasaki. Alors ça, c'est effectivement l'image, une des dernières images qui reprend ces routes en corniche, avec un petit peu la même vue que celle que l'on a vue au départ, enfin le même point de vue en tout cas, qui était la nuit. Et là, c'est le jour avec des couleurs beaucoup plus vives. Enfin voilà, il y a une espèce de mouvement vers la lumière et vers la joie. Enfin, on abandonne un petit peu la mélancolie de Gréco. Et... J'avais un cadeau pour Agnès. Je vais vous lire des phrases. C'est mon carnet de travail pour le roman de l'époque. Une note. J'ai mis des personnages qui ne sont pas toujours entiers. Je donne un fragment et j'entraîne le spectateur par le rythme. Je l'entraîne à poursuivre le mouvement de la fraction qu'il voit, de façon à ce qu'il ait le sentiment de la totalité. Et c'est un texte de Henri Matisse, au moment où il crée la danse de Paris en 1933, qui est la reprise d'une ébauche de 1932. Et tu as noté cette phrase dans parce que j'ai regardé des dessins de Matisse, et que la danse de Matisse, en écrivant ce texte, la danse de Matisse me semblait une chose nourrissante. Incroyable. Alors voilà, c'était... c'est assez fou, merci. Merci beaucoup à toutes les deux. Donc je rappelle que ce très beau roman graphique E1027 d'Agnès Eustache, d'après le roman de Célia Oudard, vient de paraître aux éditions Le Lézard Noir, et puis Tout un monde lointain est paru chez POL en grand format et en édition de poche. Et puis je crois qu'il y a une séance de signature juste après cette rencontre. Merci à toutes les deux, et merci à vous pour votre écoute.